Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Clément Beaune, bonjour. Bonjour. Alors la France s'apprête à assurer à partir du 1er janvier la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Quelles sont dans cette perspective les ambitions et les objectifs de la France et d'Emmanuel Macron, et comment justement Emmanuel Macron compte concilier son action européenne et puis son action politique à quelques semaines de la présidentielle, puisque nous serons le 1er janvier 2022. Pourra-t-il vraiment faire avancer les dossiers qu'il juge prioritaires, comme la transition écologique, l'autonomie stratégique ou encore la régulation des géants du numérique? Et puis au niveau franco-français, et c'est l'actualité, quelle réponse face à une gauche explosée façon puzzle, une droite déchirée et une extrême droite qui, avec Le Pen et Zemmour, donne le tempo de la campagne présidentielle. Mais pour commencer, Clément Beaune, cette reconnaissance, 60 ans après, par Emmanuel Macron, des crimes inexcusables, pour reprendre ces termes, du 17 octobre 1961, sous la responsabilité du préfet Maurice Papon. Une forme d'excuse de la République, Clément Beaune? Je ne sais pas s'il faut être dans l'excuse, ce n'est pas une question de repentance, mais il faut regarder la vérité en face. Ce qu'a fait le président de la République hier, c'était inédit, c'était courageux. Je crois, face à toutes les mauvaises polémiques, quand on ne regarde pas la vérité en face, c'est dans ces moments-là qu'on s'affaiblit. Et qu'au contraire, une nation qui sait assumer ses moments de gloire et ses moments d'ombre, les reconnaître, eh bien, est plus forte. Parce que nous avons besoin de regarder notre histoire dans toutes ses composantes, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un travail qui avait commencé, je veux lui rendre hommage à cette occasion, grâce à Bertrand Delanoë, il y a un peu plus de 20 ans, qui, comme maire de Paris, a fait cette première étape courageuse. Et qui revient d'ailleurs aujourd'hui dans le JDD, je le cite, Bertrand Delanoë, il rend hommage aujourd'hui à l'action à la reconnaissance de ces massacres par Emmanuel Macron hier. Il dit c'est la vérité qu'importe et qui doit l'emporter. Oui, absolument. Je crois que Bertrand Delanoë cite une phrase que j'aime beaucoup, qui est que l'élément fondamental de tout système démocratique, c'est la vérité. C'est une phrase de Pierre Mendès France, et je crois qu'on s'honore, non pas à être dans une forme de flagellation, d'obsession, c'est pas du tout le sujet, mais de réconcilier les mémoires, d'apaiser et de dire tout simplement ce qui s'est passé, en nommant les responsabilités, en reconnaissant des crimes, surtout qu'il s'agit d'une mémoire dont parfois les victimes, en tout cas leurs proches, leurs familles, sont encore vivants aujourd'hui et donc ont besoin d'entendre aussi cette parole tout simplement juste et tout simplement de vérité. Alors pour citer donc encore Emmanuel Macron, il parle donc de crimes inexcusables du 17 octobre 1961. Sont-ils aussi les crimes de tous ceux qui étaient au-dessus du préfet Maurice Papon, c'est-à-dire du président de la République, le général de Gaulle, le Premier ministre Michel Debré et le ministre de l'Intérieur Roger Frey? Est-ce qu'eux aussi sont responsables de ce qui s'est passé le 19 octobre 1961? Il y a toujours une responsabilité dans l'État quand il y a une chaîne hiérarchique, mais c'est aux historiens d'établir. Qu'est-ce que vous en pensez? Précisément, responsabilité au niveau de la chaîne hiérarchique. Un préfet est toujours sous l'autorité d'un ministre de l'Intérieur, d'un chef de gouvernement, bien entendu. Et du président de la République? Du président de la République par nature, mais il ne s'agit pas de nommer, de pointer tel ou tel. Mais je crois qu'en nommant Maurice Papon, le président de la République dit aussi les choses telles qu'elles sont, parce qu'il y a eu manifestement des choix faits directement par le préfet, qu'il était à l'époque, et ce n'est sans doute pas complètement innocent quand on connaît le parcours de Maurice Papon, il faut s'en souvenir aussi. Dont on va parler. D'abord, l'une des critiques concernant cette reconnaissance par Emmanuel Macron de ce qui s'est passé le 19 octobre 1961, c'est Éric Ciotti, qui attend, a-t-il dit sur Twitter hier, la commémoration par le président Macron du massacre d'Oran du 5 janvier 1962, le massacre de Pieds-Noirs donc dans cette ville d'Algérie, et il considère aussi que la propagande victimaire anti-française du président Macron est indécente. Qu'est-ce que vous lui répondez, Éric Ciotti, et aux autres critiques qui viennent surtout de l'extrême droite? Les propos d'Éric Ciotti sont assez navrants, c'est un gloubi-boulga mémoriel. La responsabilité du président, c'est pas d'écrire un livre d'histoire en renvoyant tout le monde dos à dos. La responsabilité du président de la République, c'est de nommer ceux qui relèvent de la responsabilité d'un certain nombre de personnalités dans l'État, comme le préfet Maurice Papon pour cette manifestation d'octobre 61. Il ne nie pas, évidemment ce faisant, qu'il y a eu des massacres, des crimes commis à l'égard de citoyens français, qu'il y a eu des crimes très graves commis sur le sol algérien, y compris évidemment par le FLN. Il ne s'agit pas de faire une concurrence victimaire. Il s'agit en l'occurrence de dire une responsabilité et de nommer des crimes. Ça n'annule pas d'autres crimes. Le président de la République ne va pas reconnaître des crimes commis par d'autres. En fait, c'est l'Algérie qui doit reconnaître ça, vous dites aujourd'hui. Mais c'est un débat qui concerne en l'occurrence l'Algérie. Je ne veux pas rentrer dans une polémique. Mais surtout l'idée absurde, parce que c'est ça que dit Éric Ciotti, soyons simples, dans cette confusion des esprits,
qu'il ne faudrait jamais reconnaître des zones d'ombre, qu'il ne faut jamais reconnaître des responsabilités, qu'il ne faut pas désigner des crimes quand ils ont été commis et que les services de l'État ont eu parfois des responsabilités. Je croyais que cette page était tournée depuis le discours de Jacques Chirac et que nous avions, bien sûr, du Veldiv en 1995 et que nous avions progressivement accepté, non pas l'obsession des victimes, comme le disent de manière souvent indécente certains, mais la reconnaissance lucide d'une histoire. Alors, Maurice Papon, vous en parliez à l'instant. Maurice Papon, il faut donc rappeler que cette reconnaissance des crimes du 17 octobre 1961 par Emmanuel Macron sous l'autorité donc ces crimes commis sous l'autorité du préfet Maurice Papon, doit nous conduire aussi à rappeler, Clément Beaune, que Maurice Papon a été condamné le 2 avril 1998 à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité par la cour d'assises. Il a donc contribué à l'arrestation et à la déportation des Juifs de Bordeaux, alors qu'il était secrétaire général de la préfecture de Gironde. Un mot là-dessus, peut-être, Clément Beaune. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre l'action de Maurice Papon pendant la guerre d'Algérie et l'action de Maurice Papon pendant la Shoah ? Là non plus, je ne veux pas mêler des choses qui sont des épisodes historiques douloureux, mais qui sont très distincts les uns des autres. Simplement, nous avons vu, le procès Papon l'avait marqué à l'époque, qu'il y a eu un parcours, malheureusement, de Maurice Papon qui a continué après la guerre et qui a été émaillé de crimes immondes ou de responsabilité dans un certain nombre de crimes. Je ne cherche pas à faire des parallèles entre des épisodes historiques très distincts. Bien sûr qu'ils n'ont rien à voir. Bien sûr, et je ne veux pas moi-même entretenir une confusion qui serait... Mais le nom de Maurice Papon, évidemment, c'est des moments de l'histoire. Et au moment où certains réhabilitent Vichy, où certains minimisent les responsabilités pendant la Seconde Guerre mondiale de certaines autorités françaises, je crois qu'on l'a se rappeler aussi comme un symbole, et malheureusement comme davantage qu'un symbole, puisqu'il a commis des crimes extrêmement concrets, a eu du sang sur les mains à plusieurs moments de sa vie, de Maurice Papon. Alors justement, puisque vous parlez de certains en question, c'est Éric Zemmour. Qui, dans pas son seulement livre... l'extrême droite française en général. Mais là, c'est Éric Zemmour qui, dans son livre, justement, tente de réhabiliter Papon. Il considère que ce procès n'aurait pas dû avoir lieu, le procès Papon, et que Papon n'aurait pas dû être condamné. Et Zemmour ne s'arrête pas là. Il réhabilite Pétain en disant qu'il a sauvé les Juifs français. Il remet en cause le discours du Veldiv de Jacques Chirac, dont vous avez parlé à l'instant. Il parle aussi il remet aussi en cause la qualité de français des enfants Sandler et Monsonego, assassinés par Mera à l'école juive de Toulouse. Donc il remet en cause leur francité parce qu'ils ont été enterrés en Israël. Et puis aussi, et j'ai vu ça récemment, il met même en cause le caractère antisémite des accusations contre le capitaine Alfred Dreyfus. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ? Quel énoncé que vous avez fait est franchement à vomir. Je pensais qu'on n'en était plus là, mais vous savez, Éric Zemmour, je n'y attache pas une importance personnelle, c'est un des visages de ce qui est malheureusement une longue tradition dans notre pays, l'extrême droite française, haineuse, antisémite, ne l'oublions jamais, même quand elle se part d'habits plus acceptables. L'extrême droite française est par essence antisémite. Elle s'est construite dans cette tradition. Et Éric Zemmour est un des visages temporaires, mais dangereux, évidemment. De l'extrême droite antisémite ? De l'extrême droite française qui s'inscrit dans cette tradition. Et d'ailleurs, Zemmour... J'insiste, parce que malheureusement, le panorama que vous avez dressé est effrayant. On voit de l'affaire Dreyfus. Et puis il y a aussi son racisme, je veux dire un mot raciste anti-islam et anti-musulman. Exactement. Je veux dire un mot sur Vichy quand même. Je vous pose la question sur Vichy. Sur Vichy, parce que vous étiez là, à ce micro, en janvier 2021, il y a quelques mois. Vous aviez rappelé la mémoire de votre arrière-grand-père, Israël Naroditsky, qui avait été arrêté par la police française, je crois que c'était à Marseille, déporté à Auschwitz le 3 février 1944, où il sera gazé parce qu'il était né juif. Alors que vous inspire le fait que Éric Zemmour, qui se revendique lui-même comme juif, reprenne à son compte des thèses révisionnistes et crypto-pétainistes ? Vous, l'arrière-petit-fils d'un juif déporté. Moi, je ne revois ni Éric Zemmour ni personne à ses origines, parce que malheureusement, elles ne sont pas un remède contre la haine et l'antisémitisme, nous le voyons. Et simplement, elle nous donne une responsabilité. Mais vous diriez que c'est un juif antisémite ? Je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais les propos qu'il a tenus sur Vichy relèvent du révisionnisme et de l'antisémitisme traditionnel, si je puis dire, malheureusement, qui n'a pas disparu. Et moi, j'en fais pas non plus, évidemment, un cas personnel, intime, mais nos histoires personnelles nous donnent des responsabilités, parce qu'elles nous obligent à regarder l'histoire dans sa cruauté, telle qu'elle a été,
Et la vérité, je crois que vous étiez avec moi d'ailleurs, Frédéric Aziza. J'ai visité il y a quelques mois le mémorial de la Shoah à Paris. Je peux vous dire que le mythe du Pétain protecteur des Juifs ne résiste pas une seconde à l'analyse historique. Et donc, la première chose, c'est que M. Zemmour se parle de mensonges historiques scandaleux. J'invite chacun à aller voir. Cela prend quelques minutes. Le document annoté par Pétain. Parce qu'on ne dit pas le maréchal Pétain, Pétain. Il n'est plus maréchal. Un document qui a été annoté de la main de Pétain, qui est le statut des Juifs d'octobre 1940, dont nous avons malheureusement commémoré le triste anniversaire il y a quelques jours à peine. Et pour tous ceux qui croient que Pétain était un bouclier, que Pétain a atténué le sort des Juifs de France, regardez l'écriture manuscrite de Pétain sur ce document, il durcit le statut des Juifs. Il ajoute des professions aux interdictions faites aux Juifs. Et oui, il y a eu, heureusement, dans notre pays, beaucoup de Juifs protégés, ça c'est vrai, par les justes. Sauvés par des justes, par des gens, des Françaises, des Français qui ont cru aux valeurs de la France, qui les ont mises en pratique, qui ont sauvé, qui ont caché. J'en ai connu dans ma famille. Heureusement, et les 75% de personnes sauvées, c'est pas Pétain. C'est malgré Pétain. C'est malgré Laval. C'est malgré, la saloperie collaborationniste. Et ce sont des gens, des Françaises et des Français héroïques. Et que aujourd'hui, 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, on attribue cet héroïsme exceptionnel malgré Vichy, au régime de Vichy lui-même, ça me dégoûte. Et c'est un mensonge. Et que ce soit Zemmour qui le fasse. Mais peu importe. Mais je vous pose la question quand même. Est-ce que Zemmour ne devient pas un faire-valoir, un alibi, une caution pour les antisémites, en parlant ainsi, en développant de telles thèses? Mais j'invite simplement chacun à regarder la réalité. Et quand M. Zemmour nous dit aussi le sujet aujourd'hui en France n'est plus d'entendre Heil Hitler mais Allah Akbar et que c'est ça qui menace les Juifs de France. Bien sûr, il y a un islamisme qui tue. Je ne le nie pas, à l'évidence, et nous le combattons. Nous n'avons pas entendu M. Zemmour pour le nommer, pour vivre ces drames. Chacun le sait. Mais dire que cela efface l'antisémitisme qui malheureusement gangrène encore notre pays. Est-ce que M. Zemmour ou d'autres de l'extrême droite française disent aujourd'hui aux Juifs de France qu'il n'y a pas d'antisémitisme dans notre pays, qu'il n'y a pas d'actes antisémites commis par certaines et certains ? Et que tout ça se réduit à l'islamisme, je ne le crois pas. Et dire que Heil Hitler n'est plus un problème, parce qu'on n'entendrait plus, heureusement, aussi souvent que par le passé, c'est tout simplement monstrueux, parce que ça s'est passé il y a 70 ans, cela a tué des millions de Juifs, en France et partout dans le monde, et cette tradition antisémite, malheureusement, elle est encore là. Et donc je ne tolère aucune faiblesse, aucune compromission, quelles que soient les origines de chacun, à cet égard. Et je crois que chacun doit s'interroger, parce qu'il ne faut pas d'accommodement et de facilité à cet égard. Est-ce que, et pourtant d'ailleurs certains sondages donnent Éric Zemmour qualifié pour le second tour, d'abord qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ce sont aussi, au-delà de ça, les médias ou les sondages qui font Éric Zemmour, ou est-ce un symptôme, à savoir le symptôme d'un pays qui déraille? Moi, je ne suis jamais dans le discours qui consiste à dire ce serait trop commode, ce sont les médias qui font tel ou tel phénomène, ça n'est pas vrai. Mais est-ce que c'est un symptôme? Oui, je crois qu'on a quand même une responsabilité, tous, dans le commentaire politique, dans l'action publique, dans le commentaire médiatique, pour ne pas être obsédé par des phénomènes qui ne sont pas des bulles, je vais y revenir, je crois que c'est un symptôme, en effet, mais néanmoins, on ne doit pas avoir une espèce de fascination morbide pour des phénomènes extrémistes abjects. Ils existent, malheureusement. Combattons-les, nommons-les, disons que les falsifications historiques sont inacceptables et scandaleuses et dangereuses, combattons-les activement sans minimiser les choses. Et donc je crois que oui, c'est un symptôme d'abord d'une chose, c'est qu'il y a dans notre pays une tradition d'extrême droite qui existe encore, qui a toujours précipité la France vers le fond. C'est un mythe aussi que ces gens aiment la France. Les gens ont toujours dégradé notre pays. Demandons-nous comment ça finit quand l'extrême droite est forte dans notre pays. Jamais elle n'a apporté une solution. Et quand on voit d'ailleurs des gens qui s'inscrivent dans les pas de l'extrême droite, à tous égards, se réclamer du général de Gaulle, que leurs prédécesseurs ont combattu et voulu tuer, si ce n'était pas dramatique, ça ferait sourire. Mais c'est tout simplement immonde. Et donc, il faut s'en souvenir, il faut le combattre. Et moi, je ne minimise pas ces phénomènes. Mais l'extrême droite, vous savez, nous la combattons sous les visages, quels qu'ils soient. Celui de Marine Le Pen, celui d'Éric Zemmour, il se part parfois d'un masque plus sympathique, plus souriant, mais ils sont là. Et les propos qui sont tenus aujourd'hui, posons-nous aussi la question, s'ils avaient été tenus par Jean-Marie Le Pen il y a quelques années, personne ne les aurait tolérés. Et pourquoi personne ne les aurait relayés. C'est toléré quand c'est Zemmour qui c'est toléré parce que malheureusement, il y a une forme dans notre pays
je crois, c'est pour ça qu'on a relevé le gant du combat politique, c'est ce que disait Philippe Séguin, de mithridatisation. Quand on avale une petite dose de poison chaque jour pour ne plus le ressentir. Eh bien, avec les réseaux sociaux, avec certaines chaînes d'information, avec le débat médiatique parfois brutal, on s'est habitué à des propos provocateurs, mais qui deviennent plus que de la provocation, qui deviennent des incitations à la haine, tout simplement. De la part de Zemmour, on est d'accord. De Zemmour, mais d'autres. Zemmour est un phénomène important parmi d'autres, parce que l'extrême droite française survivra malheureusement à Zemmour. Alors, actualité, on passe à un autre sujet. Dans le JDD d'aujourd'hui, François Bayrou, il est donc actualité présidentielle, met en garde les candidats contre ce qu'il appelle des promesses mirobolantes, notamment ce qui concerne la hausse du SMIC et la hausse des salaires. Et plutôt, il prône plutôt une augmentation des salaires à travers un recours à la participation, à l'intéressement, à une baisse des charges. Est-ce qu'il a raison, Clément Beaune, François Bayrou ? Oui, je crois que François Bayrou dit beaucoup de choses très justes dans cet entretien. D'abord qu'il y a une question du pouvoir d'achat. On parle de ce débat d'aujourd'hui qui pose beaucoup les questions d'identité, de rapport à la religion, etc. Et les questions d'identité sont importantes, mais il y a des sujets économiques et sociaux dans notre pays. Ne les oublions pas et d'ailleurs demandons à chacun ses idées en la matière. À chaque candidat, vous voulez dire ? Pardon ? À chaque candidat. À chaque candidat, bien sûr, pour ne pas se laisser enfermer aussi dans de faux débats. Mais François Bayrou nomme les choses, en effet. Il dit qu'il y a un sujet de pouvoir d'achat, il y a un sujet de salaire, de contraintes financières pour beaucoup de ménages en France. On l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes. Et il a raison aussi, je crois, de dire qu'il ne faut pas y répondre par la démagogie ou par la facilité. Ce ne sont pas toujours plus de dépenses publiques, notamment, qui pourront trouver une solution. Je prends le cas de l'énergie. Ouais. On va parler des cas de l'énergie, mais pas d'abord les salaires. Vous êtes secrétaire d'État aux affaires européennes et justement, dans la zone euro, les salaires marquent le pas et les Français sont moins payés qu'ailleurs en Europe. Est-ce que seule une réforme des retraites pourra corriger cette anomalie ? C'est pour parler de ce que propose Édouard Philippe qui dit il faudra sans doute allonger l'âge de départ à la retraite à 64, 65, voire 67 ans. Oui, mais ce sont deux sujets distincts. La réforme des retraites n'est pas là pour augmenter les salaires. Ça peut contribuer à l'augmentation. D'abord, nous avons pris un certain nombre de mesures de pouvoir d'achat. La question, c'est le pouvoir d'achat. Sur l'augmentation d'un certain nombre de minima sociaux, très important pour ceux qui ne peuvent pas gagner plus par le travail. Je pense à l'allocation adulte handicapé par exemple, à des petites retraites, agricoles en particulier. C'est nous qui l'avons fait. Même au SMIC, quand vous reprenez l'ensemble des mesures que nous avons prises depuis 2017, c'est un 13e mois et demi, si je puis dire, plus de 170 € par mois supplémentaires qui ont été donnés en pouvoir d'achat supplémentaire. Non, mais ça, c'est très concret. Oui, parce que l'actualité du jour... J'ai bien entendu, mais il faut quand même rappeler ce qui est fait pour le pouvoir d'achat. Mais alors, le pouvoir d'achat aujourd'hui, le problème en matière de pouvoir d'achat, c'est le prix de l'énergie et de l'essence à la pompe. Est-ce que dans les prochaines semaines, dans les prochains jours d'ailleurs, est-ce que la semaine prochaine, vous confirmez qu'il sera annoncé d'autres dispositifs pour pouvoir enrayer cette hausse du prix de l'essence? Je ne le sais pas encore. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y aurait régulièrement des rendez-vous, des clauses de rendez-vous pour adapter notre dispositif qu'on a appelé bouclier tarifaire, protection du pouvoir d'achat contre la hausse des prix de l'énergie, pour les ménages, pour les entreprises. Est-ce qu'il peut y avoir un blocage des prix de l'essence, une baisse des prix? Je ne le sais pas encore. C'est trop tôt pour le dire. Est-ce que vous le souhaitez? Non, je souhaite que s'il y a encore des problèmes d'augmentation massive des prix de l'énergie qui risqueraient de peser sur le pouvoir d'achat, on prenne des mesures supplémentaires. Nous l'avons fait. Je rappelle quand même ce qui est décidé, parce que c'est très important. Un chèque énergie, en plus des chèques énergie qui ont été versés en début d'année et qui seront versés en début d'année prochaine. En plus de ça, 100 € supplémentaires en décembre pour les ménages modestes. 6 millions de ménages. Et nous baissons déjà. Ce que j'entends, rendez l'argent de la part de M. Bertrand, par exemple. Ça tombe bien, on le fait. C'est-à-dire que quand les prix de l'énergie augmentent, c'est une bonne nouvelle pour certains, pour les producteurs d'électricité, pour EDF par exemple, parce qu'il se trouve qu'on ne produit pas cher et qu'on exporte en Europe, ça nous fait des revenus supplémentaires pour l'entreprise. Eh bien, par la baisse de fiscalité, c'est ça qui permet le blocage des prix de l'électricité et du gaz. Nous rendons cette rente potentielle aux Français. Est-ce que la solution, par rapport à une baisse éventuelle des prix, on parle de l'essence à la pompe, ça peut venir de l'Europe? Il y a un Conseil européen en fin de semaine prochaine. Est-ce que des décisions peuvent être prises à l'occasion de ce sommet européen? Il y a deux choses très importantes qu'on fait en Europe. À court terme, coordonner les mesures de pouvoir d'achat, précisément. À court terme, c'est-à-dire au prochain sommet européen? Le prochain sommet européen a lieu jeudi et vendredi. Ce sont des décisions qui sont nationales aujourd'hui. Par exemple, baisser un certain nombre de taxes, bloquer les prix. Et donc, qu'est-ce qui peut être décidé au niveau européen? Plusieurs pays prennent des mesures similaires à celles que la France a mises en place. C'est le cas de l'Espagne qui a baissé certaines taxes. C'est le cas de l'Italie qui a fait l'équivalent d'un chèque énergie. Et donc, l'idée, pour les pays qui sont confrontés à l'augmentation de l'énergie, c'est de coordonner ces mesures. Je rappelle d'ailleurs... Ça changera quoi pour les Français de coordonner ces mesures? Eh bien, ça fera en sorte qu'on mette ce sujet sur la table et que l'Europe autorise, parce que je ne rentre pas dans le détail juridique, mais parfois il faut des flexibilités pour baisser un certain nombre de taxes. Et non, c'est très important, parce que je veux le dire aussi. Vous parliez de l'Europe là-dessus.
Ce qui est très important, c'est de constater qu'en France, grâce notamment au nucléaire, nous avons des hausses de prix de l'énergie beaucoup moins grandes. Et il y a un deuxième point que je veux souligner, mais il prendra plus de temps, il faut être tout à fait honnête sur ce point, c'est de changer un certain nombre de règles de fonctionnement du marché européen. Grâce à notre production peu coûteuse, grâce au nucléaire notamment, nous exportons beaucoup en Europe. Donc il ne faut surtout pas, j'entends parfois des propos excessifs là-dessus, casser le marché unique européen. En revanche, il n'est pas normal que quand on a ce qu'on appelle un mix énergétique peu carboné, comme la France avec le nucléaire, nous ne retrouvions pas toujours ces baisses de prix ou cette énergie peu chère dans les prix des consommateurs. Et par les blocages des prix, par la régulation des prix de l'électricité, que parfois l'Europe a voulu remettre en cause et que nous défendons, et que le président de la République défendra lors de ce sommet européen, nous avons une protection tarifaire dans les moments difficiles. Donc avec comme d'autres décisions à attendre au moment de la présidence française de l'Union européenne ? On pourra effectivement engager la réforme de ces règles européennes pour que le consommateur soit mieux protégé. Alors, autre question liée à ça. Les Gilets jaunes ont fait le retour sur un certain nombre de ronds-points. Je crois qu'il y a quelques centaines de ronds-points occupés par des Gilets jaunes. Craignez-vous, est-ce que le gouvernement craint un retour de la mobilisation et de la colère des Gilets jaunes, avec éventuellement une perturbation de la campagne présidentielle ? Il ne faut pas, je crois, vivre dans la peur du jaunes, retour en arrière. Ouais. Mais ce qu'ont montré les Gilets jaunes, pour être concret, c'est deux choses, je crois d'ailleurs. Un sujet de pouvoir d'achat, en effet, à l'époque. Et ça doit nous inciter à une vigilance, à un accompagnement social très concret, comme nous le faisons avec ce bouclier tarifaire, quand les prix de l'énergie augmentent. Parce qu'il faut dire aussi la vérité aux Français, aux Européens d'ailleurs, c'est que l'énergie fossile, issue du gaz, du charbon, son coût va augmenter dans le temps. Et la réponse de long terme que nous mettons d'ores et déjà en place, c'est de consommer moins d'énergie fossile, c'est de réduire notre dépendance, c'est de consommer moins d'énergie tout court par la rénovation énergétique des logements. Et tout ce que nous faisons pour accompagner tout cela, c'est un accompagnement social qui réduit la facture. Bon, consommer moins et consommer moins d'énergie fossile. Et donc, non, pour être clair, non, mais parce que nous prendrons des mesures de pouvoir d'achat très importantes. Donc dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, mais c'est d'abord ce que nous faisons, et certaines ne sont pas encore déployées. On vous en demande des mesures complémentaires. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de faire la course à l'échalote. Si nous avons déjà bloqué les hausses de prix de l'énergie. Nous avons dit que la hausse de l'électricité serait limitée à 4%, là où en Europe, elle augmente de 30%. Et à l'essence. Nous avons dit que, je finis juste là-dessus, nous avons dit que sur le gaz, après octobre, il n'y avait plus d'augmentation jusqu'à l'été prochain. C'était sous contrôle et bloqué. S'il y avait sur l'essence ou sur d'autres produits des dérives très importantes, nous prendrions d'autres mesures. Le message est clair. Alors, sommet européen, dont on parlait il y a quelques instants, qui va se pencher aussi, je crois, sur le bras de fer entre la France notamment et la Grande-Bretagne au sujet de la pêche. Vous avez déclaré, c'était au Sénat cette semaine, que la France allait présenter la semaine prochaine des mesures de rétorsion contre la Grande-Bretagne. Alors, lesquelles ? Est-ce que ce sera bien annoncé la semaine prochaine ? Alors, nous avons, avec Annick Girardin, la ministre de la Mer, engagé deux choses. D'abord, on continue, même si, objectivement, notre patience est mise à rude épreuve. Enfin, vous dites ça depuis des semaines, voire des mois, mais ça... Non, j'insiste, on le fait. On le fait avec les pêcheurs. Annick Girardin était à Bruxelles avec encore les représentants des pêcheurs vendredi. On fait ce dialogue parce qu'on est des gens responsables et on essaye malgré tout de trouver des accords avec les Britanniques qui viennent pas pour et de mettre en œuvre l'accord négocié par Michel Barnier. Alors, quelles peuvent être les mesures c'est très de important. rétorsion ? Ça, on continue cette voie malgré tout de discussion parce que l'on a besoin. Et à côté de ça, parce que la discussion sans la pression, effectivement, ce serait excessivement naïf et pas protecteur de nos pêcheurs. Nous avons dit, et nous les préparons, que si ce dialogue n'aboutissait pas, concrètement, si les Britanniques ne délivraient pas les autorisations de pêcher dans leurs eaux, comme ils y sont obligés par l'accord qu'ils ont signé et ratifié eux-mêmes, qu'on a rudement négocié, eh bien si ça n'était pas le cas, oui, nous prendrions des mesures de rétorsion. Elles sont préparées en ce moment même. Lesquelles, alors ? Et elles pourront être annoncées dans quelques jours. Quelles mesures il peut y avoir des mesures, par exemple, de réduction de nos coopérations avec les Britanniques dans des domaines qui sont importants pour eux. Lesquels ? Je pense à deux domaines en particulier. Ils veulent, par exemple, avoir un accès plus facile à notre marché des services financiers. Très important pour les Britanniques. Ils ne l'ont plus avec le Brexit. C'est une des conséquences très négatives du Brexit pour eux. Eh bien, ils nous demandent un accès. On ne va pas se presser pour le donner s'ils ne donnent pas des gestes de coopération sur la pêche par ailleurs. Et qu'est-ce quoi Autre exemple concret en matière de recherche, par exemple. Les Britanniques ont besoin des programmes d'échange de scientifiques, de financement de la recherche européen. Ils demandent d'y participer comme un certain nombre de pays. Comme ils y participaient quand ils étaient membres, ça c'était normal. Et puis comme d'autres pays du monde participent parce qu'ils trouvent un intérêt à ces échanges scientifiques, c'est le cas d'Israël, c'est le cas du Canada, etc. Ils veulent participer, on leur dit écoutez, d'abord vous appliquez l'accord, après on verra si on participe à d'autres choses. Donc on a des leviers, parce que ce qu'il faut quand même rappeler, il ne faut pas
non plus s'auto-flageller inutilement, c'est que les Britanniques ont plus besoin de nous au total que nous avons besoin d'eux. Bon. Et donc, on ne va pas juste cibler les choses sur la pêche en disant, écoutez, sur la pêche, on demande des choses aux Britanniques, et c'est vrai, on demande simplement l'application de l'accord, et puis eux, ils ont tout le bénéfice de nos coopérations. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Est-ce que c'est vrai aussi qu'il peut y avoir des livraisons moins importantes d'électricité ou en dernier recours, c'est une des possibilités, parce qu'ils ont besoin de nous. Précisément, ça serait quoi en dernier recours? En dernier, il ne s'agit pas, je l'ai dit de manière très claire, parce que moi je brandis des menaces crédibles et réalistes. Il ne s'agit pas de couper l'électricité aux personnes qui vivent à Jersey pour qu'ils ne se chauffent plus l'hiver ou que leurs hôpitaux ne fonctionnent plus. Mais nous sommes exportateurs d'énergie, nous pouvons moduler un certain nombre d'exports. C'est un dernier recours. Donc c'est pas du bluff tout ça, hein? Mais c'est sérieux? C'est pas du bluff, bien sûr, parce qu'on défendra les intérêts de nos pêcheurs. La deadline, pour parler franglais, c'est quoi? C'est quand? C'est la semaine prochaine ou ça peut Nous avons dit que nous ferions un point public et précis aux professionnels de la pêche en fin de semaine qui vient, dans quelques jours, et nous dirons, est-ce que la négociation s'est débloquée? Oui ou non? Si la négociation ne s'est pas débloquée, quelles mesures nous envisageons? J'espère que la négociation va se débloquer, et nous continuons, malgré tout, parce que, encore une fois, je veux rendre hommage aussi aux pêcheurs à cet égard, ils ont fait preuve d'une immense responsabilité, nous maintenons malgré tout les voies du dialogue, mais le dialogue avec la pression. Alors, vous parlez à l'instant de Michel Barnier qui a négocié cet accord avec la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il a bien négocié ou mal négocié cet accord? En tout cas, ce dossier concernant la pêche. Et puis, Gérald Darmanin a accusé Michel Barnier de ne pas s'être occupé de la question migratoire lors des négociations de Brexit. Est-ce que c'est juste? Moi, j'essaye d'être constant et juste. Ouais. Je ne vais pas accuser Michel Barnier de quelque chose dont il n'est pas responsable. Vous parlez de ce qui concerne la question migratoire. Oui, moi je trouve que chacun doit être constant. Je regrette vivement quand Michel Barnier fait de l'Europe un bouc émissaire sur certaines règles juridiques en matière migratoire. Vous parlez du moratoire qu'il demande au sujet de l'immigration. Oui, je trouve que ça n'est pas responsable parce qu'il tire un fil qui est très préoccupant sur le rapport à l'Union européenne et il en fait une sorte de bouc émissaire facile. Moi je suis constant. Michel Barnier, je l'ai vu à l'œuvre pendant 4 ans. Nous avons travaillé main dans la main pour négocier l'accord du Brexit. Il a négocié de manière efficace. Y compris le dossier de la pêche. Oui, y compris le dossier de la pêche, je le dis. Il l'a négocié de manière efficace avec nous. Et il était aux ordres d'Emmanuel Macron à ce moment-là? Pas du tout, il n'était pas aux ordres d'Emmanuel Macron. Il avait un mandat européen des 27, mais la France était très active dans cette discussion, notamment sur la pêche. On en a fait une priorité absolue. Et je crois que et Michel Barnier et nous avons permis d'avoir un bon accord sur la pêche. Donc, maintenant, simplement, il n'est pas appliqué et nous sommes très fermes là-dessus. Pour résumer les choses... Moi, je ne dis pas... Je fais non pas des procès, mais des critiques, quand je les estime fondées et justes. Elles sont fondées, je pense, sur le revirement de Michel Barnier sur la question migratoire. Elles ne sont pas fondées sur la pêche et donc je n'accuserai pas Michel Barnier, certainement pas, parce que nous avons travaillé ensemble. Il a travaillé avec nous sur, d'ailleurs, je crois, un même logiciel européen. Pour défendre les intérêts européens face aux Britanniques. Donc, par exemple, les accusations de Gérald Darmanin... Non, alors ça, c'est autre chose. Vous les reprenez à votre compte ou pas? Gérald Darmanin, il a dit exactement dans ces termes, il a dit « Je constate factuellement qu'on n'a pas mis un volet migratoire dans la négociation du Brexit. » Ce n'est pas forcément de la faute de Michel Barnier, c'était comme ça. Ça n'était pas dans le mandat. La France était favorable à cela, pas nos autres partenaires. On ne l'a pas fait. Je le regrette, c'était une erreur. Est-ce que Michel Barnier peut être un rival dangereux pour Emmanuel Macron si il est investi candidat de LR à la présidentielle? Mais il faut avoir absolument aucun confort et aucune arrogance. Bien sûr, Michel Barnier a un profil, une personne d'expérience, un grand Européen. On a travaillé beaucoup ensemble sur beaucoup de sujets européens. Je pense d'ailleurs que nos points d'accord sont importants sur ces sujets européens. Moi, je les reconnais. Je pense qu'il devrait faire de même. Et donc, il est évident que c'est un profil fort, important. Alors... Autre question liée à l'actualité européenne, donc avec la perspective de la présidence tournante du Conseil européen, quels sont dans cette perspective les objectifs et les ambitions de la France? Alors vous savez, cette présidence française qui va commencer le 1er janvier, elle a vraiment commencé en septembre 2017, quand le président de la République a prononcé le discours de la Sorbonne. Pourquoi? Parce que quand vous voulez changer l'Europe, plutôt que de faire des effets de manche, des effets d'estrade ou de choisir l'Europe comme bouc émissaire, il faut bosser sur le long terme, changer. Parce que la casser, je crois que c'est une catastrophe. Nous le voyons avec le Brexit aujourd'hui, les pénuries. Bon. Et la laisser intacte, ce serait aussi une catastrophe parce qu'elle ne marche pas à beaucoup d'égards. Et donc ce qu'a dit Emmanuel Macron aux Français dès la campagne, tout le monde ricanait d'ailleurs à l'époque en disant « il n'y arrivera jamais ». Si on va changer les choses, on va se battre
Parfois, ça prendra du temps. Parfois, il faudra des compromis. Oui, c'est vrai, parce que c'est un jeu collectif et ça en vaut la peine pour toutes les raisons historiques qu'on a rappelées aussi. Et on l'a fait depuis septembre 2017, sur le travail détaché, sur l'arrêt de la défense européenne, même si c'est encore imparfait, en créant un budget européen de défense, une coopération industrielle avec l'Allemagne. Et donc ça, nous l'accélérerons, car c'est un accélérateur, cette présidence, à partir du 1er janvier. Je prends 3 exemples très concrets. Très rapidement. Très rapidement, mais c'est très important parce que ce n'est pas abstrait une présidence française. Sur le social, je souhaite qu'on aille plus loin que la réforme du travail détaché, qu'on lutte contre le dumping social, et que, par exemple, on adopte une directive européenne, peu importe le terme, qui oblige chaque pays à avoir un salaire minimum décent pour éviter le dumping social. Le même salaire minimum partout ? Pas le même salaire minimum partout. En fonction du pays. Qu'au moins en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, etc., exactement, pour qu'il n'y ait pas de dumping social et que les travailleurs français ne soient pas en concurrence excessive avec ceux qui font du dumping social en Roumanie, en Pologne ou ailleurs. Deuxième sujet, rapidement, le climat, très important. On doit faire des efforts climatiques, on le voit sur la transition de l'énergie. Mais c'est inacceptable et insoutenable de faire des efforts en Europe si les pays du reste du monde, les Chinois, les Brésiliens, les Américains, exportent des voitures, de l'acier, etc. sur le marché européen sans respecter les mêmes exigences environnementales. Donc bouclier environnemental pour que sur le marché européen, mêmes exigences pour tout le monde. Dernier sujet très clair et très simple, je crois, mais extrêmement important, la régulation de ce qu'on appelle parfois les GAFA, les grandes entreprises numériques, quelle que soit d'ailleurs leur nationalité, pour qu'elles soient responsables des contenus, parfois terroristes, parfois haineux qu'elles diffusent, et qu'elles soient responsables des produits qu'elles vendent. Parce qu'on ne peut pas être dans un Far West juridique et politique sur le plan numérique. On doit avoir une responsabilité. Un journal, il est responsable quand il édite un contenu. Donc, un vendeur, un commerçant, il est responsable quand il vend un produit. Il n'y a pas de raison que Google, Amazon, etc. ne soient pas responsables. Donc ça, c'est nos 3 grandes priorités très concrètes qu'on peut faire avancer pendant la présidence française. Avec une polémique autour de cette présidence française de l'Union, une polémique autour du contrat, entre guillemets, de mécénat entre les constructeurs automobiles français, Stellantis, Peugeot, Citroën et Renault, et la présidence française pour lui fournir une flotte de 200 véhicules électriques, un contrat dénoncé par un certain nombre d'ONG. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations et à cette polémique ? Mais alors là, on est typiquement dans la fausse polémique. On a fait une transparence comme jamais sur ce sujet. J'aurais pu ne rien en dire. J'ai préféré dire les choses et je les assume. En gros, on vous accuse plus ou moins d'avoir été acheté par ces constructeurs français. Mais c'est totalement absurde. Pardon. Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, le principe, nous refusons tout mécénat privé, des cadeaux, des voyages, des petits objets qui seraient donnés, non pas aux autorités françaises, mais à toutes les délégations européennes qui viennent en France pendant cette présidence. C'est non. C'est la première fois qu'on fait ça. Et donc, nous sommes exemplaires. Il n'y aura pas de produits d'ailleurs fabriqués en dehors d'Europe qui seront donnés en cadeau aux délégations. Et il n'y aura pas de sponsoring, de mécénat d'entreprises. Donc, c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Il n'y en aura pas. Ouais. Il y a un cas, d'ailleurs, ce n'est même pas du mécénat, mais je l'ai dit pour être parfaitement transparent. Moi, je veux, puisque on accueillera toute l'Europe en France pendant cette période. On transportera des ministres, des diplomates, etc. pour aller à des sommets européens à Paris ou ailleurs. Eh bien, est-ce que vous préférez, parce qu'à un moment, il faut mettre les gens, par être très concret, dans des voitures. Est-ce que vous préférez qu'on fasse un appel d'offres et qu'on ait des voitures polluantes non françaises, ou qu'on demande aux industriels français de prêter, tout ça est transparent, le temps de la présidence, pendant quelques mois, quelques dizaines de véhicules électriques ou hybrides, c'est la condition, il faut que ça soit propre, et fabriqué par des constructeurs français pour transporter des délégations. Je crois qu'il n'y a pas lieu, franchement, de crier à une forme de facilité, de pression d'entreprise. Nous demandons au contraire que ce soit l'industrie française et des véhicules propres qui soient utilisés par cette présidence. C'est une exigence supplémentaire qu'on n'avait jamais eue pendant les présidences précédentes. Une actualité européenne dominée en tout cas par la succession d'Angela Merkel en Allemagne. Vous étiez à Berlin vendredi, Clément Beaune. Est-ce que selon vous, le nouveau gouvernement sera mis en place au moment où la France prendra la tête de l'Union européenne, c'est-à-dire au début janvier, 1er janvier ? Oui, je le crois. Ouais. Bien sûr, ça dépend des négociateurs allemands, des 3 partis qui sont maintenant engagés. Que vous avez oui, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai eu beaucoup d'entretiens vendredi avec les négociateurs des différents partis, parce que je pense que c'était important de prendre le pouls et puis de passer nos messages. Quel était le sens de cette visite ? Le sens de cette visite, c'est de dire l'Allemagne est notre premier partenaire en Europe. Elle le restera après le départ d'Angela Merkel. Et vous savez, plutôt que de faire des grands moulinets depuis Paris, il vaut mieux aller discuter et dire aux Allemands. Après, ils font leur jeu démocratique national, bien sûr. Mais voilà ce que pense la France. La France va prendre les commandes de l'Union européenne au 1er janvier sur le climat, comme je l'évoquais, sur le social, comme je l'évoquais, sur le numérique et sa régulation. Nous avons des attentes. Nous voulons aller vite
pendant ce semestre de présidence. Et donc, les Allemands doivent aussi entendre ce que la France a à proposer en Europe. Vous avez rencontré par exemple l'équipe qui est autour de celui qui a priori sera le prochain ministre des Finances allemand, c'est-à-dire Christian Lindner. Quel message vous leur avez adressé? Qu'est-ce que vous attendez de l'Allemagne? Et la nomination de ce libéral qui est connu pour être assez dur au niveau économique et budgétaire, est-ce que ça peut faire évoluer les relations entre la France et l'Allemagne? D'abord, les choses ne sont pas faites. Je ne fais pas le casting du gouvernement allemand à la place des Allemands. Vous avez rencontré son équipe, hein? Oui, je suis en contact régulier avec M. Lindner, que je connais bien, parce qu'il se trouve que son parti siège au Parlement européen avec la délégation française Renaissance, où se trouve En Marche. Donc nous avons des relations régulières et j'entretiens ce dialogue, c'est important. Il est possible qu'il devienne ministre des Finances, ça n'est pas encore sûr. Mais nous avons discuté du fond avec son équipe, avec lui-même dans les derniers jours, pour dire que, par exemple, sur les règles budgétaires, sur la nécessité d'avoir de l'investissement en Europe, nous devions garder un peu de flexibilité pour une discussion franco-allemande et européenne dans les mois qui viennent. Et d'ailleurs, il y a un document qui a été publié vendredi après-midi qui résume les premiers axes d'une future coalition allemande et qui garde une ouverture en parlant de flexibilité budgétaire sur ces sujets. Je ne dis pas que ça va être facile, mais plus vous y prenez tôt, plus vous rentrez dans le débat de manière apaisée, constructive, en franco-allemand, plus vous avez des chances de faire avancer les choses. Cette méthode que nous suivons depuis 2017, c'est celle-là qui a permis, alors que c'était un tabou allemand, d'avoir une dette commune et un plan de relance franco-allemand puis européen en réponse à la Covid. Flexibilité, cette flexibilité dont vous parlez, ça concerne peut-être le nucléaire, puisque la verte Annalena Baerbock, qui est donnée favorite pour devenir la prochaine ministre des Affaires étrangères, considère que l'Europe ne doit pas investir, ne doit pas contribuer à des investissements en matière nucléaire. C'est de ça aussi dont vous avez parlé? Oui, là, j'ai discuté aussi avec les représentants des Verts. Nous avons des différences qui sont d'une autre nature avec les Verts, puisque nous sommes plus proches sur la question budgétaire et de l'investissement qu'on évoquait, et ils sont effectivement sur les questions énergétiques parfois plus éloignés de nous, avec notamment une position fortement anti-nucléaire. Ce que nous disons simplement, et d'ailleurs ça se retrouve dans ces termes dans l'accord qui a été signé vendredi, c'est qu'il faut garder ce qu'on appelle, pardon du terme technique, une forme de neutralité énergétique et technologique. Les Allemands ont fait le choix souverain de sortir du nucléaire. Je ne le partage pas. Et de choisir au moins de manière intérimaire le gaz et le charbon. Absolument. Et d'ailleurs, beaucoup en Allemagne disent aujourd'hui, si on devait faire les choses maintenant, on commencerait par sortir du gaz, puis peut-être on sortirait du nucléaire. Donc au moins, même en Allemagne, il y a un débat sur ce sujet. Nous n'avons pas fait le même choix. Et nous parlions des prix de l'énergie. Ce choix du nucléaire, il nous protège. On doit d'ailleurs préparer l'avenir et investir aussi, bien sûr, beaucoup plus dans les renouvelables pour garder un équilibre. Mais je crois que les Allemands comprennent que nous aurons des discussions sur quelques sujets européens difficiles, mais qu'il ne s'agit certainement pas de nous imposer un autre choix, surtout quand on voit que ce choix souverain, peu carboné, peu coûteux du nucléaire, est aujourd'hui un choix qui nous protège. Est-ce que la mise en place du nouveau gouvernement allemand, avec à sa tête le chancelier issu du SPD Olaf Scholz, va changer, peut changer, changera quelque chose aux relations franco-allemandes, à l'axe franco-allemand? Il y a une chose qui ne changera pas, c'est que cet axe sera le socle de l'Europe. Et vous savez, Emmanuel Macron, son gouvernement, n'ont jamais perdu de temps, contrairement à beaucoup de prédécesseurs en début de mandat, à chercher des alternatives au franco-allemand. Le franco-allemand, et c'est la base absolue de notre politique européenne. Mais ça ne veut pas dire la photo souvenir ou la poussière sous le tapis. On doit avoir parfois des points de discussion difficiles. Si on n'avait pas assumé parfois une tension politique sur le plan de relance que j'évoquais face à la Covid, nous n'aurions pas eu de compromis d'accord franco-allemand. La relation franco-allemande, c'est une relation de travail au sens plein du terme. C'est-à-dire on a des points de désaccord, on bosse, on travaille, on se rapproche, on trouve un compromis et ça fait avancer l'Europe. Et donc ça ne changera pas avec M. Scholz. Il y a des sujets sur lesquels ce sera plus facile de travailler probablement politiquement qu'avec la coalition précédente. Je pense notamment aux questions d'investissement. Il y a des sujets sur lesquels peut-être ce sera plus compliqué, les sujets de sécurité et de défense. Mais je l'ai trouvé très clair à Berlin quand j'ai discuté avec l'ensemble des trois partis qui discutent, c'est qu'il y a une volonté de travailler avec la France en priorité tout de suite, d'où aussi ces premiers contacts, qu'il y a une compréhension de nos priorités, sociales, numériques, environnementales, etc. Et que je pense, dans les premières semaines de 2022, il y aura des nouveaux projets franco-allemands qui feront avancer l'Europe. On va avancer parce qu'il nous reste peu de temps, beaucoup de questions. Le CESE, il y a un certain nombre de crises financières, de crises qui ont eu lieu depuis 2010, crise financière de 2008-2010, crise migratoire de 2015, sortie du Royaume-Uni, le Brexit de 2020, tension accrue avec la Chine et les États-Unis, puis la pandémie. Comment faire en sorte que ces crises, comme vous en avez débattu au CESE, soient une opportunité pour l'Europe, très rapidement?
L'Europe est sortie plus forte de ces crises au total. On a prédit son effondrement, son délitement après le Brexit. On pensait que la crise de la Covid, et elle l'aurait pu, porterait un coup mortel à l'Europe parce que nous n'avions pas de compétences communes en matière de santé, par exemple. Nous n'avions pas d'outils économiques pour réagir à la crise. Et ça doit être un message aussi pour tous ceux qui critiquent un peu facilement l'Europe. Oui, c'est difficile. C'est un cadre, l'Europe, et c'est un projet politique. Et quand on veut, quand on y met de l'énergie, de la volonté, des idées, plutôt que des atermoiements et des critiques faciles, comme le fait le président de la République depuis 2017 avec ses propositions, eh bien on change les choses. Et comme on a fait une campagne de vaccination commune, on a fait cette réponse budgétaire et d'investissement massive à la Covid, on peut faire des choses bien, efficaces, protectrices en Europe. Et donc aujourd'hui, je serai juste après l'émission au Conseil économique, social et environnemental où nous avons plusieurs centaines de citoyens qui sont réunis pour qu'ils donnent leurs idées sur la réforme de l'Europe. Pas juste un catéchisme, êtes-vous pour ou contre, ça n'a pas beaucoup de sens, mais des propositions concrètes. Et d'ailleurs, ce qui émerge des débats, je le verrai aujourd'hui même, c'est la question sociale, plus de droits sociaux en Europe, c'est la question des valeurs. Et je crois que ça fait écho à tout notre débat que l'on évoquait au niveau national aussi. Protéger les droits des femmes, le droit à l'avortement, la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, tout ça ressort très fortement, notamment chez les jeunes. Et la puissance européenne, notamment avec la défense. Justement, question des valeurs, est-ce que la Pologne et la Hongrie sont les mauvais élèves de l'Europe? La Pologne en déclarant la supériorité du droit polonais sur le droit européen et la Hongrie, à travers sa loi notamment anti-LGBT. Les mauvais élèves de l'Europe. Alors moi, je ne suis pas un instituteur qui donne des bons et des mauvais points. C'est pas du tout ma conception. Ouais. Mais je mène un combat politique, qui d'ailleurs n'est pas un combat Est-Ouest, qui est un combat de fond. On parlait du combat contre l'extrême droite en France, c'est le même. Parce que ceux qui disent on peut revenir en arrière sur l'égalité, sur la non-discrimination, dire que une image d'un couple homosexuel c'est pareil que de la pédophilie, c'est ça qu'est la loi hongroise. Dire que le droit à l'avortement, alors qu'il avait été conquis progressivement, et encore imparfaitement en Pologne, on doit reculer. C'est ce qu'a décidé la Pologne au mois de décembre dernier. Sur tous ces sujets, oui, j'assume qu'il y a un combat politique, pas contre une société, pas contre un pays. D'ailleurs, 80%, et même un peu plus, des Polonais et Hongrois sont favorables à rester dans l'Union européenne. Contre des dirigeants politiques, des stratégies, oui, contre des un certain nombre de idéologies. mesures, tout en continuant le dialogue, parce que moi, je suis un responsable politique, donc je vais en Hongrie, j'y étais cette semaine, je vais en Pologne, j'y suis allé il y a quelques mois, j'y retournerai sans doute, pour discuter et dire ce que je pense. Mais il y a des valeurs communes qui sont mises justement dans nos traités européens. Et quand on les bafoue, quand on ferme une radio, quand on prend la main sur la justice, quand on empêche la justice de fonctionner de manière indépendante, quand on attaque des minorités ou des droits fondamentaux, ceux des femmes par exemple, eh bien là j'assume de mener un combat politique. Est-ce que, vous parlez de la question des valeurs qui revient en force en Europe, est-ce qu'il y a un lien à faire entre Orban et Zemmour qui a été reçu en grande pompe à Budapest justement par Orban et Marine Le Pen d'ailleurs qui doit y aller dans quelques semaines? Oui, c'est toujours... J'allais dire amusant, malheureusement le sujet ne s'y prête pas, mais intéressant de voir l'extrême droite française qui se juge patriote et d'ailleurs anti-européenne, je crois qu'elle l'assume, aller faire la queue chez des dirigeants étrangers qui d'ailleurs souvent n'aiment pas beaucoup notre pays. Vous pensez qui donc aux dirigeants polonais, hongrois, à Poutine par exemple aussi? Oui, par exemple, cette fascination pour l'étranger, pas toujours dans ce qu'il a de mieux, ne laisse de me fasciner chez des pseudo-patriotes. Moi je suis un Européen convaincu. Je défends mes idées, je dialogue avec tout le monde, mais je dis que quand des valeurs sont remises en cause, on doit taper du poing sur la table. Et je crois que je défends mieux les intérêts français en faisant cela. C'est la course à l'échalote là aussi. Vous avez Marine Le Pen qui, voyant qu'Éric Zemmour a été reçu par Viktor Orban, qui doit bien s'en amuser, a demandé son ticket. Et je crois qu'on y allait dans les quelques jours qui viennent. Vous savez, pour des gens qui sont censés défendre la grandeur de la France, c'est édifiant et c'est triste. France et Europe. On vient de parler de l'Allemagne. Est-ce qu'une coalition allemande, ça peut être un modèle pour la France d'après 2022? Nous ne sommes pas en France dans une logique parlementaire de coalition, mais il y a un trait du débat allemand qui doit nous inspirer, je crois. Il ne s'agit pas de chercher des modèles à plaquer chez nous ailleurs, ce serait idiot. Mais en revanche, la campagne électorale allemande qui vient de se dérouler, c'est faite, donc c'est possible, dans un climat d'apaisement. Certains disaient qu'elle était un peu ennuyeuse, mais elle n'a pas hystérisé les esprits. Ça veut dire que pour vous, la campagne française, elle est mal partie? La campagne présidentielle? Mais oui, mais moi je suis un responsable politique, je ne vais pas me lamenter, il faut agir. Et donc je dis aux citoyens françaises et français qui s'intéressent au débat politique, je crois que le débat sur tel ou tel prénom, que l'obsession de l'islam, d'une religion ou du sujet migratoire, même s'il est important et qu'on doit le traiter avec nos valeurs et notre efficacité,
ne doit pas résumer les choses. Il ne doit pas être le seul sujet, c'est ça que vous voulez dire. Bien sûr, d'une part, et d'autre part, le débat n'est pas meilleur et n'est pas plus intéressant parce qu'on s'invective, qu'on s'insulte, qu'on falsifie l'histoire et qu'on raconte n'importe quoi. Je crois qu'il est plus utile et plus intéressant quand on confronte des propositions, bien sûr sur notre identité, mais aussi sur le pouvoir d'achat, sur la réforme de l'économie. Vous savez, je ne pense pas que la question des prénoms soit la réponse au problème de fin de mois des Français. Dernière question, Clément Beaune. Est-ce qu'Emmanuel Macron a d'ores et déjà gagné la présidentielle ? Certainement pas. D'abord, c'est à lui de dire s'il sera candidat à cette élection présidentielle. Moi, je le souhaite, mais c'est lui qui le décidera et qui le dira. Et puis, enfin, pourquoi je vous pose cette question ? Parce qu'on voit que la gauche est explosée de façon puzzle. Oui, j'ai entendu votre introduction, monsieur Azizat. Droite coupée en deux. Oui, mais croire qu'une élection est jouée, que quelqu'un a un droit acquis à gouverner, c'est certainement pas ma conception de la politique. Ça n'est pas la réalité de nos vies démocratiques. Et une élection, c'est un combat, au bon sens du terme, apaisé, modéré, raisonnable. J'assume ce terme parce qu'on doit faire appel à l'intelligence de chacun, argumenter, décrypter, dire aussi quand les choses ne vont pas. C'est ce combat que je mène. Mais c'est un combat qui n'est jamais acquis, qui n'est jamais gagné. Et vous savez, je m'occupe des affaires européennes. C'est ce que je retire aussi de mes visites en Pologne ou en Hongrie. Ce qu'on pensait acquis, pas simplement des victoires électorales ou des combats électoraux, mais des droits élémentaires. Et fondamentaux. Eh bien, ils ne le sont jamais. Et on doit se battre pour les défendre et les faire avancer. C'est la seule chose qui me motive. Merci en tout cas Clément Beaune d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.